Les amis, c'est notre dernier rendez-vous au premier virage avant les vacances. On reprendra bien sûr à la rentrée, mais il est temps ici à Budapest de répondre à vos questions. Alors Enzo, on va faire confiance à Charles Leclerc parce que c'est un athlète de haut niveau. Et qui dit athlète de haut niveau dit performance de haut niveau, talent évidemment, beaucoup de travail, mais aussi une capacité mentale à absorber les mauvais moments, les mauvais coups. Il vient, c'est vrai, d'en vivre plusieurs, certains par sa faute, d'autres par la mécanique ou la stratégie, mais le résultat est le même, la déception est la même à l'arrivée des Grands Prix. Alors, quand ça devient répétitif, forcément, ça agit sur le moral des personnes. Mais encore une fois, Charles Leclerc est à un instant de sa carrière où il se trouve dans une écurie quand même très performante, même s'il y a des erreurs de commises ou des problèmes de fiabilité rencontrés, ils sont en mesure régulièrement de jouer les victoires. Donc Charles Leclerc, par son talent, son professionnalisme, est capable de se remobiliser, est déjà pleinement concentré sur le week-end qui l'attend ici à Budapest et a eu la capacité de tourner la page de ce qui lui est arrivé, notamment dimanche dernier sur le circuit Paul Ricard. Donc c'est aussi ça le talent des athlètes de haut niveau, c'est mentalement d'être capable de tourner des pages et de se reconcentrer à 100%. Jennifer, on est en pleine silly season avec notamment l'annonce de Sébastien Vettel ces derniers jours, ces dernières heures, de sa retraite. Il y a donc maintenant une place à prendre chez Aston Martin qui bénéficiera de ce baquet. On pense à plusieurs personnes. Il y a Mick Schumacher, c'est le petit protégé de Sébastien Vettel et Vettel a peut-être conseillé à Aston de signer Schumacher. Mais c'est un pilote Ferrari et c'est Ferrari qui décidera pour lui des meilleurs choix à faire, soit chez As, soit peut-être donc dans l'écurie Aston Martin. Il y a également le cas de Daniel Ricciardo, même si on nous répète, lui le premier, mais son équipe aussi, qu'il a bien un contrat pour l'année prochaine avec McLaren, on a quand même quelques doutes sur la prolongation de cette collaboration entre l'Australien et l'équipe McLaren. Alors, peut-être une solution pour lui de repli serait Aston Martin. Et puis il y a le cas Oscar Piastri, c'est un pilote Alpine. Alpine a des possibilités avec lui, le placer dans sa propre équipe ou ailleurs. Attendons de voir ce qu'il adviendra de ce pilote et donc, par conséquence, de Fernando Alonso. Aujourd'hui, Alonso brille, c'est le vétéran du plateau et pourtant il n'a jamais semblé aussi en forme et il serait assez logique, de le voir rester en Formule 1 et chez Alpine où pour l'instant la collaboration est vraiment excellente entre les deux parties. Très bonne question. Oui, effectivement, dans chaque écurie, une ou plusieurs personnes sont chargées d'écouter, j'ai pas dit espionner, mais les autres équipes. Concrètement, ça se passe souvent dans ce qu'on appelle l'Ops Room ou la Ghost Room. C'est une salle remplie d'ingénieurs qui se trouvent dans les usines des équipes. Ce sont des personnes qui ne se trouvent pas sur site, sur les Grands Prix, mais qui sont en connexion permanente avec le circuit. Et dans cette salle, bardée d'ingénieurs, certaines sont chargées d'écouter ce que disent les autres équipes. Alors, c'est totalement légal puisque toutes les écuries ont accès à toutes les radios des pilotes des autres équipes. Donc chacun écoute tout le monde. Ça permet notamment en course d'essayer de capter des informations venant d'un pilote sur sa stratégie de passage par la voie des stands. De plus en plus, les équipes utilisent des codes pour s'entendre entre elles. Vous entendez souvent parler de plan A, plan B, plan C, jusqu'à plan E des fois, notamment chez Ferrari. Ça permet de ne pas révéler la stratégie qui a été établie avant la course et donner le moins d'informations possible à ses adversaires qui ont donc l'oreille tendue sur ce qui se passe. Effectivement, la répartition des victoires et même des pole positions s'est exclusivement faite entre Red Bull et Ferrari. Pour autant, certaines équipes, notamment Mercedes, sont parvenues à se hisser sur le podium. À la régulière, pour l'instant, il y a vraiment un monde qui sépare Ferrari et Red Bull des autres équipes. Mais derrière, vous l'avez constaté, Mercedes est au travail, les autres équipes aussi d'ailleurs. Mais Mercedes semble celle la plus à même de se rapprocher de ces deux équipes de pointe. Mercedes nous dit d'ailleurs que d'ici 3 courses environ, donc une fois que la rentrée aura été faite fin août, Mercedes devrait pouvoir jouer avec les équipes Red Bull et Ferrari. Et dans ces cas-là, les victoires seront envisageables. Lewis Hamilton refuse absolument de penser que cette année, il n'aurait pas de victoire. Ce serait la première fois en 16 ans de carrière qu'il ne s'impose pas au moins une fois dans une saison depuis qu'il a débuté. Va-t-il nous faire mentir ou faire mentir ses statistiques ? Rendez-vous à la fin de la saison pour le savoir.
Bien sûr, les moteurs ont un rôle prépondérant dans la performance. Il faut un moteur puissant, coupleux, pour pouvoir obtenir de bonnes performances et entre autres de la vitesse de pointe. Mais cette vitesse de pointe, elle dépend d'énormément de paramètres. Elle dépend de l'aéro de la voiture. Alors il y a bien sûr ces ailerons qui sont plus ou moins braqués. Plus vous braquez l'aileron, plus vous faites de la résistance à l'air. Alors dans les virages, ça aide la voiture à bien tenir au sol, mais dans les lignes droites, ça a un effet parachute. Donc il y a les réglages choisis par les écuries qui influent sur cette vitesse de pointe. Il y a également l'efficacité aérodynamique de la voiture. Parce que pour deux ailerons qui auraient la même inclinaison sur notamment l'aileron arrière, eh bien selon la forme globale de la pièce, cette pièce va générer plus ou moins de traînée aérodynamique, va donc freiner plus ou moins la voiture. Donc il y a la qualité de l'aéro de la voiture. Et puis il y a également son poids. À quel moment prend-on ces vitesses de pointe? Est-ce que c'est au moment où la voiture est très chargée en carburant? Elle aura beaucoup plus de mal à atteindre cette vitesse de pointe maximale, ou lorsqu'elle est en mode qualification avec très peu de carburant. Il y a aussi la qualité des pneus. Plus les pneus sont tendres, plus ils collent au sol, donc plus ils peuvent avoir un impact sur cette vitesse de pointe également, parce que ça freine un peu aussi la voiture. Donc vous voyez qu'une vitesse de pointe, oui, c'est un chiffre, parfois très spectaculaire, mais il dépend de tellement de paramètres qu'il faut l'observer avec une certaine relativité. Oui, Sofiane, les vacances sont obligatoires en Formule 1. Elles le sont en tout cas, ces vacances obligatoires pour les écuries qui doivent 14 jours consécutifs s'arrêter de travailler. Cette pause, elle arrive au mois d'août, ce sera juste après ce Grand Prix à Budapest. Ce qui signifie que pendant ces 14 jours consécutifs, les employés ne peuvent pas être présents dans l'usine, la soufflerie ne peut pas tourner, les ordinateurs ne peuvent pas être allumés et il faut simplement que les usines puissent procéder à des travaux d'entretien de leur matériel, mais aucunement qui soient liés au développement ou à la performance de l'écurie. Donc ces 14 jours sont obligatoires, incompressibles. Et puis pour les pilotes, entre autres, ils continuent de se préparer. Il faut savoir que pendant cette trêve estivale, ils rechargent leur batterie d'énergie, mais ils refont aussi un capital de muscles notamment et de force physique, parce qu'il y a la préparation hivernale. Lorsque la saison débute, ils n'ont plus la possibilité de s'entraîner autant qu'ils le faisaient pendant l'hiver, et donc leur capital physique baisse progressivement et régulièrement. Il est donc important au moment de cette trêve estivale, même s'ils sont en vacances, dans des conditions agréables, de relever, de rehausser leur capacité musculaire pour mieux attaquer la deuxième partie du championnat. Alors Moutet, compliqué de comparer les époques parce que le barème de points en Formule 1, il a évolué au fil des années depuis la création du championnat en 1950. Si l'on s'en reporte au nombre de victoires de retard, on peut se rappeler de l'année 1976. James Hunt, cette année-là, a compté jusqu'à 4 victoires de retard sur Niki Lauda. Et pourtant, en fin d'année, on connaît l'histoire, c'est James Hunt qui avait été sacré champion du monde. Donc certes, le retard de 63 points aujourd'hui de Charles Leclerc sur Max Verstappen est très important. C'est largement plus de 2 victoires, puisque une victoire peut rapporter jusqu'à 26 points. Mais pour autant, ça n'est pas encore une situation totalement désespérée. En tout cas, mathématiquement, il reste 10 Grands Prix à disputer et donc énormément de points et de victoires à attribuer. C'est encore faisable. Ce sera difficile, mais c'est faisable. Alors Florent, pour ce qui est de la réserve d'eau des pilotes, sachez qu'elle se situe pour beaucoup d'entre eux dans leur dos. Ils ont le baquet et sous le baquet, au niveau du dos, sont greffées une ou deux petites, on pourrait appeler ça des poches, ou en tout cas de petites réserves de boissons. C'est sans doute comme ça qu'on a déjà entendu des pilotes se plaindre d'avoir un liquide qui leur coulait sous les fesses ou dans le dos. C'est parce que derrière leur baquet se trouvent ces réserves et que parfois elles ne sont pas complètement étanches. Certains pilotes emmènent le minimum de boissons à bord de leur voiture, tout simplement pour des raisons de poids. Généralement, c'est l'équivalent d'une canette de 33 centilitres et certains pilotes n'y touchent même pas pendant la course. Ils sont tellement concentrés sur ce qu'ils ont à faire qu'ils attendent l'arrivée pour boire. Il faut savoir que cette réserve
réserve est connecté évidemment à un petit tube qui est lui-même entraîné par un petit moteur. Et donc sur le volant, les pilotes ont un bouton qui s'appelle généralement Drink. Et en appuyant sur ce bouton, ils activent ce moteur et l'eau arrive directement au niveau de leur bouche, pour ceux qui le souhaitent. Sur un week-end comme celui-ci en Hongrie, on peut imaginer que les pilotes vont avoir un petit peu envie de boire, puisqu'ils risquent pendant la course de perdre entre 3 et 4 kilos de sueur, donc d'eau déjà contenue dans leur corps.